Merci, Monsieur le Président, et merci à mes honorables collègues pour leur appui indéfectible. Monsieur le Président, avant de commencer à discuter le projet de loi en question, je dois moi aussi m'élever de la façon la plus véhémente possible contre le processus ici. Écoutez, le projet de loi S10 qu'on discute ce soir a été déposé en Chambre le 6 décembre 2012. Ça fait 6 mois. Ça a pris 6 mois aux conservateurs avant d'appeler le projet de loi pour débat. Puis quand ils l'ont appelé pour débat, c'est un débat qui a duré 10 minutes à 1 heure du matin, le mercredi 29 mai. Et maintenant, on nous dit qu'après 10 minutes, quand ça a pris 6 mois au gouvernement pour se grouiller un peu puis déposer le projet de loi, qu'on va nous imposer une allocation de temps parce que les discussions sont trop longues. D'autant que les recommandations d'amendement qui ont été faites dans l'autre chambre ne sont absolument pas reflétées dans le projet de loi qu'on a devant nous. Monsieur le Président, les armes à sous-munitions qui ont à peu près pas peu d'utilité militaire, ça frappe surtout les civils. 98% des blessures faites par les armes à sous-munitions sont sur des civils. C'est souvent des armes très peu, avec une efficacité relative. Il y a à peu près 30% des petites sous-munitions qui sont comprises dans l'arme qui n'explosent pas. Okay? Et ça devient des sous-munitions souvent grosses comme à peu près des balles de tennis, souvent très colorées. Ça reste là dans l'environnement, ça s'étend sur un terrain très, très large. Les enfants aperçoivent ça, c'est attirant, jouent avec, et évidemment, ça leur explose dans la figure avec les dégâts qu'on peut imaginer. En fait, les sous-munitions dans les armes à sous-munitions deviennent en quelque sorte des mini-mines antipersonnelles, mais très, très, très nombreuses. Si on parle de mines antipersonnelles, Monsieur le Président, on peut faire une petite comparaison avec ce qu'on a fait, le Canada, avec les mines antipersonnelles. On a été un leader dans ce domaine-là. On a acquis l'estime de non seulement plein de pays, mais plein de citoyens à travers le monde pour le travail qu'on a fait sur les mines antipersonnelles. Moi, j'ai rencontré un haut dignitaire africain à un moment donné de langue portugaise qui me disait qu'il avait appelé sa fille Otavia en l'honneur du traité d'Ottawa. Ottawa était à ce moment-là un mot rempli d'espoir. Mais là, on arrive avec les armes à sous-munitions, et là, c'est plus... Au début, il y avait un leadership canadien, et là, c'est plus pantoute le même leadership. Au contraire, on recule et on détruit tout. Le Canada, rapidement dans les négociations, s'est retrouvé devenu, en quelque sorte, l'empêcheur de tourner en rond. La clause sur l'interopérabilité que le Canada a fait mettre déjà dans la Convention était opposée par la plupart des pays impliqués. Mais on a poussé, on l'a eu. Sincèrement, il n'y a pas de quoi être fier. Et là, maintenant, on a devant nous le projet de loi S10, et s'il n'y avait pas pas raison d'être fier durant les négociations, je pense que là, si ça passe, il va avoir vraiment raison d'avoir honte. Parce que, malgré son titre, ce n'est pas un projet de loi de mise en œuvre de la Convention, c'est un projet de loi de démolition de la Convention. S10 va en fait invalider la Convention. On a trouvé le moyen dans ce projet de loi-là de contourner la disposition sur l'interopérabilité en permettant au Canada, écoutez ça, Monsieur le Président, d'aider, d'encourager, de conseiller et de conspirer dans le but d'utiliser des armes à sous-munitions, dans le cadre d'une convention qui veut abolir leur utilisation. On a entendu un peu plus tôt des commentaires comme quoi ça serait le NPD. Ben,
Monsieur le Président, au cas où le NPD simplement qui s'opposerait à ça pour faire de la petite politique ou quelque chose du genre, mais au cas où quelqu'un penserait de même, j'aimerais vous citer en fait plusieurs personnes pour vous montrer comment le consensus est large contre ce projet de loi et comment ça implique toutes sortes de monde. J'aimerais citer la personne qui est à la tête de la délégation canadienne qui a négocié la Convention. J'aimerais citer le président du département de la sécurité et des affaires internationales au Collège des forces canadiennes. Deux personnes qui devraient savoir de quoi ils parlent, je pense. J'aimerais citer un dignitaire étranger, en fait l'ancien premier ministre australien, Malcolm Fraser. Et j'aimerais citer l'honorable Warren Allman, ancien solliciteur général du Canada. Commençons par Earl Turcotte, qui était à la tête de la délégation canadienne qui a négocié cet accord. Savez-vous ce qu'il a fait, M. Turcotte, quand il a vu comment les choses se déroulaient et ce qui s'annonçait? Il a démissionné. J'admire son courage, mais c'est pour dire comment il était outré de voir ce que le gouvernement nous préparait. Il a dit « La loi proposée est la pire parmi celles de tous les pays ayant jusqu'à présent ratifié ou signé la Convention. » L'ancien premier ministre australien, Malcolm Fraser, qui a dit en parlant de l'approche du gouvernement canadien actuel, il a bien utilisé les termes, heureusement en 2015, ça va changer, mais que l'approche du gouvernement canadien en ce qui concerne les armes à sous-munitions est timide, inadéquate et régressive. Walter Dorn, maintenant, du département de président, département de la sécurité et des affaires internationales au Collège des forces canadiennes. Une longue citation, Monsieur le Président, mais ça vaut la peine de l'entendre. Je cite. « Comme je côtoie quotidiennement des militaires qui ont participé à des missions multilatérales et que je peux être appelé à y participer moi-même en tant que civil en vertu du Code de discipline militaire, je dois vous dire que le projet de loi dans sa forme actuelle risque de nous placer dans une situation compromettante. Les militaires canadiens qui sont déployés ne veulent pas être forcés de violer un traité ou être associés à sa violation. En vertu du projet de loi, les Canadiens seront forcés d'accepter des ordres qu'ils jugent illégaux. Ils se trouveront ainsi dans une impasse juridique entre les lois nationales et internationales. Les soldats sont entraînés à obéir à des ordres légaux. Il en résultera de la confusion car les lois sont contradictoires. Une interdiction totale, comme le prévoit la Convention, serait beaucoup plus claire. Et il ajoute, l'article 11 du projet de loi, dans sa version actuelle, semble être en contravention légale du traité, ce qui ouvre la voie à de graves dilemmes moraux et affaiblit la norme contre l'utilisation de ces armes terribles. Il doit donc être supprimé ou modifié. Finalement, l'honorable Warren Allman qui a dit « Dans son libellé actuel, le projet de loi S-10 renferme des dispositions contraires au but et à l'objet du traité. Il est illogique pour le Canada d'adhérer à un traité dont le but est l'interdiction absolue de l'utilisation des transferts d'armes à sous-munitions, d'une part, et, d'autre part, de promulguer une loi nationale qui crée des exceptions autorisant le personnel canadien précisément à se livrer à des types d'activités interdites ou proscrites par la Convention. » Monsieur le Président, tout le monde est d'accord, c'est évident, il ne s'agit que de lire le projet de loi. Comme je le disais au début, ce n'est pas un projet de loi de mise en œuvre, c'est un projet de loi de destruction de la Convention. Et d'accepter ce projet de loi, d'adopter ce projet de loi tel quel, non seulement met les militaires canadiens dans une situation extrêmement difficile, en plus, c'est un mauvais exemple pour les autres pays, et en plus, le Canada est encore le mauvais joueur sur la scène internationale.
Après la désertification, Kyoto, le traité sur le commerce des armes qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver, les nouvelles directions de la coopération internationale, le Canada apparaît encore comme le mauvais joueur. Ce projet de loi a des failles énormes. Il doit être revu et nous ne l'appuierons certainement pas. Questions and comments. The Honourable. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Question très simple pour la députée ci-contre. Est-ce qu'elle est au courant du fait que les forces armées canadiennes ont jusqu'à 300, 400 membres, soldats, qui servent auprès des unités des forces armées américaines pendant toute l'année, y compris des unités de combat, et que les États-Unis ne sera pas une partie de cette convention, et que le principe de l'interopérabilité est essentiel, absolument au fond de notre alliance, et avec les États-Unis aussi en Amérique du Nord, et dans le cadre de l'OTAN. Alors, la députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis tout à fait enchantée de la question et j'aimerais retourner une question similaire à mon collègue d'en face. Est-ce que mon collègue est au courant que la question de l'interopérabilité a surgi également en ce qui concerne les mines antipersonnelles, qu'à cette époque, nous avions aussi des militaires canadiens qui travaillaient avec l'armée américaine et qu'on a réussi, malgré tout, avec les mines antipersonnelles, à trouver un modus operandi qui nous permet de respecter la Convention tout en continuant de travailler avec nos partenaires américains, en particulier, qui n'ont pas adhéré à la Convention. Les mêmes systèmes auraient pu être mis en place pour les armes à sous-munitions sans aucun problème. Je pense qu'il s'agit là d'excuses, de prétextes, plutôt que de vraies raisons. Et s'ils ne veulent pas de la Convention, plutôt que de nous présenter quelque chose qui la sabote, ils devraient mettre leur culotte et dire qu'ils n'en veulent pas. Merci. Questions and comments.